экране ленинградка Нинель Сергеевна Кулагина. Эти кадры любительской камерой лет 30 назад снимал ее муж, Виктор Васильевич Кулагин. И, как видите, Нинель Сергеевна двигает предметы, не прикасаясь к ним. Телекинез. T'as bien entendu. C'est une personne qui fait de la télékinésie. Ok. Voyons ça. Ce moment capturé sur une pellicule noire et blanc granuleuse, ça va traverser le rideau de fer et atterrir dans le bureau d'un analyste de la défense de l'Intelligence Agency américaine. Et il va changer, mais pour toujours, la façon dont les deux superpuissances États-Unis et URSS pensent à la guerre. Ce sont des faits documentés, archivés, étudiés par des scientifiques soviétiques et occidentaux pendant une vingtaine d'années. C'est consigné dans des rapports officiels déclassifiés, jugé devant un tribunal et débattu dans les plus grandes revues de parapsychologie du monde. L'histoire de Nina Kulagina, c'est l'une des affaires les plus troublantes et les moins connues du XXe siècle. C'est l'histoire d'une femme ordinaire, d'abord une mère de famille, une ancienne combattante, qui aurait possédé un pouvoir que la science ne sait toujours pas expliquer. Un pouvoir que les scientifiques ont voulu transformer en arme, mais c'est quelque chose qui l'a lentement détruite. Ninel Sergeyevna Mirailova naît le 30 juillet 1926 à Leningrad. Son prénom, Ninel. C'est Lénine écrit à l'envers. Elle grandit dans un appartement communautaire, famille ouvrière ordinaire, dans l'URSS stalinienne où les voisins disparaissent et où la peur est un contexte de fond dans chaque conversation. Le 22 juin 1941, l'Allemagne nazie envahit l'URSS. Le 8 septembre, les Allemands bouclent Leningrad. 900 jours de siège. 1 million de civils morts de faim, de froid, de bombes. Ninel a 15 ans et elle s'engage dans l'armée rouge. Opératrice radio dans un régiment de chars. Une adolescente dans un T-34, sous les bombes, transmettant des positions ennemies dans le froid. Elle ne se contente pas de survivre. Elle gravit les rangs, devient sergent-major, est citée pour son courage. À 17 ans, des éclats d'obus la blessent grièvement à l'abdomen. Douleur chronique pour le reste de sa vie. Elle rentre dans une ville dévastée, épuisée, marquée dans son corps et son âme. Elle se marie avec Viktor Kulagin, un ingénieur naval. Elle devient Nina Kulagina. Appartement à Leningrad, 3 enfants, vie de femme au foyer. Rien dans son existence ne préfigure ce qui va suivre. Début des années 1960, Nina s'effondre. Hospitalisée pour une crise nerveuse, l'accumulation de la guerre, de la douleur chronique, des séquelles non traitées, dans son lit d'hôpital, elle brode pour s'occuper. Et les médecins remarquent quelque chose d'étrange. Sans regarder dans son panier, les yeux fermés, elle ressort systématiquement le fil de la bonne couleur. Pas une fois par chance, tout le temps. En décembre 1963, elle entend à la radio parler de Rosa Kuleshova, une femme de l'Oural qui prétend lire les couleurs avec le bout des doigts. Nina dit simplement « Moi aussi, je peux faire ça ». Son mari Victor ne la croit pas. Elle lui fait une démonstration les yeux bandés. Il change la disposition. Il recommence. Elle ne se trompe pas une seule fois. Quelques semaines plus tard, lors d'une dispute, une cruche posée sur un meuble se met à bouger seule. Elle avance vers le bord et tombe. Ça se reproduit. Toujours dans des moments d'émotion intense. Nina commence à s'entraîner secrètement. Des heures à fixer des objets sur sa table de cuisine, d'abord rien, puis des frémissements, puis des glissements. Chaque déplacement lui coûte une douleur dans la colonne, une vision qui se brouille, mais l'objet bouge. Nina Kulagina vient de découvrir ce que les soviétiques appellent la psychokinèse.
Le professeur Leonid Vassiliev, figure de la parapsychologie soviétique à l'université de Leningrad, rend visite à Nina et est immédiatement convaincu. Ses collègues le forcent à cesser. Il mourut en 1966 sans avoir pu aller plus loin. Mais il a parlé de Nina à d'autres. Et l'un d'eux va tout changer. Gennady Sergeev est physiologiste à l'Institut militaire de Leningrad. Contrairement à ses prédécesseurs, il branche des appareils. Il mesure. Il enregistre. Ce qu'il trouve le laisse perplexe pendant des années. Pendant les séances, le gradient électrique du cerveau de Nina atteint un rapport de 50/1. La normale est de 4/1. Les champs électrostatiques autour de son corps augmentent jusqu'à être détectables à plus d'1 mètre. Et sa fréquence cardiaque monte à 240 battements par minute. Un sportif en effort maximal en atteint 190. 240, c'est la zone des arythmies fatales. À chaque séance, Nina risque sa vie. À partir de 1964, plus de 60 films documentent ses capacités. Une femme assise, les mains sur les genoux devant une table, des allumettes, une boussole, un œuf dans une solution saline, et les objets bougent. Lentement. Avec effort. Sous un dôme de verre hermétique. Avec des objets non magnétiques. Après une fouille complète de sa personne. En 1968, des chercheurs occidentaux, Walter Pratt de Duke University et Jürgen Keil de l'Université de Tasmanie, font le voyage à Leningrad sans prévenir. Ils assistent à une démonstration. Leurs articles 1973 concluent sobrement. Ce qu'ils ont observé est suggestif d'une action psychokinétique. Ils n'ont détecté aucune fraude. Le 10 mars 1970, Leningrad, Institut militaire. Sergeev pose une question plus dérangeante. Nina peut-elle agir sur des organismes vivants ? Un cœur de grenouille est prélevé et placé dans une solution saline. Il peut battre seul pendant 1h30. C'est de la biologie établie. Il est connecté à un électrocardiogramme. Nina s'assoit à 1m50. Elle ne touche rien. Elle se concentre 20 minutes. 7 minutes après le début de la séance, le tracé change. Le cœur s'accélère, ralentit, s'irrégularise. Le tracé devient plat. Le cœur s'est arrêté. Et le propre rythme cardiaque de Nina a atteint des niveaux alarmants pendant ces 7 minutes. Elle a risqué son arrêt cardiaque pour provoquer celui de la grenouille. Quand Sergeev répète l'expérience avec le cœur dans un récipient métallique censé bloquer les champs électromagnétiques, il faut 22 minutes au lieu de 7. L'écran atténue l'effet. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une signature physique mesurable. Lors de la même série, Nina tente d'accélérer le rythme cardiaque d'un médecin sceptique, connecté à ses propres instruments. Pendant 2 minutes, rien. Le médecin la regarde avec un sourire légèrement moqueur. Puis à la 3e minute, son rythme passe brutalement de 75 à 160 battements par minute. Sergeev arrête tout. L'analyse révèle que les cœurs des 2 participants ont évolué en synchronie partielle, comme s'ils avaient commencé à se répondre à distance. Ce film sera transmis au département de défense américain. La CIA en prendra connaissance quelques semaines plus tard. Un rapport de la Defense Intelligence Agency américaine, partiellement déclassifié et consultable aujourd'hui aux archives nationales, décrit les expériences soviétiques avec Nina et conclut que les soviétiques tentent d'influencer les systèmes biologiques animés à distance. Directement en réponse, en 1978, la CIA lance le programme Stargate. 17 ans de recherche classifiée sur les capacités psychiques, des millions de dollars, partiellement déclassifiés dans les années 1990. Ce programme inspirera le film « Les hommes qui fixaient les chèvres ». Nina Kulagina, femme au foyer de Leningrad, avait déclenché une course aux armements psychiques entre les 2 superpuissances. Dans le même temps,
Elle subit les persécutions. La Pravda l'accuse de fraude en 1968. Une campagne de harcèlement téléphonique s'organise. Étrange car, en URSS, il n'existe pas d'annuaire public, et Nina opère sous un pseudonyme. Quelqu'un avec accès à des fichiers officiels a organisé ça. Edward Naumov, l'un de ses chercheurs, est condamné à 1 an de camp de travail par le KGB pour ses contacts avec des parapsychologues occidentaux. En 1987, Nina attaque en diffamation un magazine d'État. Les défendeurs, avec toutes les ressources de l'État soviétique derrière eux, sont incapables de produire une seule preuve directe de fraude. Le tribunal les condamne. Tout au long des années 70, la santé de Nina s'effondre. Arythmie cardiaque chronique, troubles visuels, douleurs rachidiennes, épuisement sévère. Des marques rougeâtres apparaissent sur ses mains après chaque séance. L'apparence de brûlures légères, que Sergeï documente. En 78, elle subit une crise cardiaque. Elle a 52 ans, elle survit. Réduit ses expériences, mais continue parfois malgré tout. Elle meurt le 11 avril 1990, 63 ans, insuffisance cardiaque. À ses funérailles, Leningrad, qui deviendra Saint-Pétersbourg l'année suivante avec la chute de l'URSS, lui rend hommage non pour ses pouvoirs, mais pour ce qu'elle avait été avant tout. Une héroïne du siège. Une adolescente qui s'était battue pour sa ville. L'URSS qu'elle avait défendue ne lui survivra que de quelques mois. 3 hypothèses restent en suspens. La fraude totale. Une illusionniste qui a berné des scientifiques pendant 20 ans. La réalité partielle, quelque chose de réel. Peut-être des champs électromagnétiques biologiques exceptionnels, mais il est parfois de la tromperie. Les capacités authentiques, un don réel, inexplicable, qui l'a détruite de l'intérieur. Aucune n'est prouvée, aucune n'est réfutée. Les films existent encore sur Internet. Les objets bougent, le visage est marqué par l'effort. Et en 2016, les créateurs de Stranger Things ont cherché un modèle pour leur personnage d'Eleven. Ils se sont inspirés, entre autres, de cette femme réelle de Leningrad. La fiction a digéré un mystère que la réalité n'a jamais résolu.